Il y a des noms comme ça qui façonnent des générations entières d'artistes, mais qui pourtant restent un peu dans l'ombre. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces géants, un homme peut-être méconnu du grand public, mais dont l'impact sur le théâtre et le cinéma français est en fait immense. Il s'agit de Jean-Laurent Cochet. Lorsqu'il nous a quittés en 2020, les hommages ont été nombreux. Mais écoutez bien celui-ci, de Fabrice Luchini. Son enseignement a bouleversé ma vie. C'est puissant, ça pose tout de suite le décor. On ne parle pas seulement d'un professeur, mais d'une véritable force capable de transformer une existence. Et pour vraiment saisir l'ampleur de son héritage, il suffit de jeter un œil à cette liste. C'est le panthéon du cinéma français. Depardieu, Huppert, Luchini, ils sont tous passés entre ses mains. Tous ont été façonnés par sa méthode. Alors, la question se pose. Qui était cet homme et quel était son secret? Alors, justement, plongeons au cœur de sa philosophie. Une philosophie qui, sur le papier, peut paraître simple, mais qui est d'une exigence redoutable. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur. Pour Cochet, l'ennemi numéro 1 de l'acteur, c'était son propre ego. Le but? Absolument pas l'expression de soi. Au contraire, il fallait s'effacer, disparaître pour devenir une sorte de canal, un simple vecteur pour les mots de l'auteur. Quand on y pense aujourd'hui, c'est une idée qui va complètement à contre-courant. Et son outil de prédilection pour y parvenir? Les fables de La Fontaine. Pour lui, c'était clair, tout était déjà là-dedans. Toutes les subtilités de la langue, tous les secrets du jeu. Il les faisait travailler à ses élèves sans relâche. Un peu comme un musicien qui répète ses gammes encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. C'était exactement ça. On voit d'ailleurs parfaitement cette approche dans une anecdote de Luchini. Il raconte ce moment de pure révélation où Cochet lui donne une astuce purement technique, pour ne pas fermer le sens à la fin d'une phrase. Pas de grande discussion psychologique, non, juste un outil concret pour mieux servir le texte. Voilà, c'était ça, la méthode Cochet. Bon, on a vu la méthode, mais qu'en est-il de l'homme? Ah, parce que là, ça devient vraiment fascinant. L'homme était aussi complexe, aussi contradictoire que les personnages des pièces qu'il aimait tant. Écoutez ce que dit cet ancien élève, Maxime Daboville, odieux et tout à fait passionnant. Tout est dit, non? Cette dualité. Avec lui, impossible de rester indifférent. C'était vraiment un homme de paradoxe. D'un côté, le maître sévère, connu pour ses colères mémorables et ses exigences folles. Et de l'autre, le maître aimé, profondément généreux, qui inspirait une dévotion quasi totale. Comment concilier les deux? C'est là toute la complexité du personnage. Pour bien comprendre sa rigueur, voilà un exemple qui en dit long. Un élève se raclait la gorge pendant un cours, c'était simple, dehors, immédiatement. Pourquoi? Parce que pour lui, sa salle de classe, la scène, c'était un espace sacré. Il avait cette phrase incroyable, c'est comme un hôtel, on n'y pose que le verbe. Rien d'autre n'était toléré. La concentration devait être absolue. Et forcément, une philosophie aussi intransigeante, ça ne pouvait que le mettre en porte-à-faux avec les nouvelles tendances du théâtre de son époque. Il faut se remettre dans le contexte des années 80. C'est la montée en puissance du metteur en scène roi, du concept. Cochet, lui, n'avait aucune patience pour ça. Pour lui, tout reposait sur l'acteur, sur son métier. Et il se méfiait énormément de ce théâtre qui mettait le corps avant le verbe, le texte, toujours et avant tout le texte. Du coup, il a fait un choix délibéré. Il a défendu des auteurs que beaucoup considéraient comme passés de mode. Guitry, Girardot, Anouilh. Pour lui, c'était là que se trouvait le vrai théâtre. Un théâtre riche, profond, complet. Il s'est en quelque sorte positionné comme le gardien d'une flamme classique, un peu à l'écart des modes. Alors que reste-t-il de tout ça? Maintenant que le maître n'est plus là, quel est son véritable héritage? Quand on regarde son parcours, c'est limpide. C'est une vie entièrement consacrée au théâtre. De son entrée à la Comédie Française jusqu'à sa mort, tout tourne autour de la scène. Avec un point d'orgue, évidemment, la création de son cours, une véritable institution pensée pour lui survivre. Et cette institution, elle a duré plus de 50 ans. Pendant plus d'un demi-siècle, le cours Cochet a été ce lieu de formation incontournable qui a modelé des générations et des générations d'acteurs en France. Mais Cochet savait très bien que les institutions peuvent mourir avec leurs créateurs. Alors, en 2006, il a posé un geste crucial. Il a délibérément choisi son successeur, son ancien élève, Pierre Delavenne, pour continuer sa méthode. C'était un acte de transmission, pour être sûr que l'aventure ne s'arrête pas avec lui. Et il l'a dit lui-même, un jour, c'est lui qui prendra le relais. Avec ces quelques mots, il a fait bien plus qu'organiser sa succession. Il s'est assuré que le feu de sa passion pour le texte, lui, continue de brûler. Il a passé le flambeau.
Finalement, l'héritage de Cochet, ce ne sont pas seulement les stars qu'il a formées. C'est cette question, un peu provocatrice, qui nous laisse. À notre époque, obsédée par l'expression de soi, y a-t-il encore de la place pour une philosophie qui exige de simplement servir le texte? C'est une question d'ego, d'humilité, de la place de l'artiste face à l'œuvre. Et cette question, aujourd'hui, est peut-être plus essentielle que jamais.